Et là, on est dans une urgence. Alors, on bricole. On se dit, Covid-19, c'est qu'il y en a 18 précédemment. On va voir comment cela fonctionnait. C'était juste l'année 2019. C'était 2019, c'était l'année Voilà ce que déclare Michel Onfray, philosophe et écrivain français, au micro de Laurence Ferrari dans l'émission matinale de CNews, le 14 octobre 2020. Alors, ça m'a bien fait marrer. Je me suis dit que si Michel Onfray avait potassé le lore, ça lui aurait évité de dire une belle connerie. Et puis, je me suis souvenu de toutes ces fois où, en tant que maître du jeu, nous avons fait des entorses à l'histoire sans le savoir. Puis de toutes ces autres fois où, en tant que joueur, péchant par ignorance, nous avons réalisé que nous ne connaissions pas le nom d'une figure iconique, d'une ville incontournable ou d'un dieu majeur d'un univers donné. Ouais, c'est vrai, n'ayons pas peur de le dire, on a tous déjà été des Michel Onfray. On s'est tous déjà plongé dans une aventure sans bien connaître son univers. Les réactions et les conséquences qui en découlent sont variées, c'est pourquoi ces cas de figure mériteraient presque systématiquement une mise au point. Alors, jusqu'où ce manque de connaissances, volontaire ou non, est-il acceptable sans que ça ne dénature complètement l'univers du jeu ? Quel degré de lore faut-il connaître avant de se lancer pour ne pas passer pour une quiche à l'huile ? Est-ce que t'as assez poncé le bouquin ? Moi, c'est Mathias. Je viens d'un monde de splendeur et de ténèbres, où l'on érige les mots en vertu. Un monde où bardes et conteurs s'échinent à raconter les histoires les plus palpitantes. Un monde où, quand on en a marre de causer, on tire son épée pour se foutre sur la tronche. Moi, c'est PL. Mon histoire remonte aux temps anciens, où la folie Pokémon n'en était qu'à son balbutiement. Où mettre une cartouche n'était pas une expression connotée. Où acheter un booster coûtait 25 francs et les détenteurs de Mew avaient grave la classe. Moi, c'est Grim. Dans mon univers, tout est composé d'horreur, de peur, de trucs qui suintent, qui puent et qui sont souvent très laids. Enfin, vous voyez le topo. Que ce soit dans l'espace ou chez Stephen King, faut que ça file les miquettes. Alors, vous avez oublié de relire le chapitre sur la magie ? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le lore. C'est quoi ce truc ? Quel degré d'univers faut-il connaître avant de se lancer ? Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que PL, tu peux nous faire le Shitipédia du jour ? Mais oui, le Shitipédia, la liste de mots totalement tordus qu'on va tenter de redresser à la force de nos petits bras de rôlistes fragiles. Parle pour toi. Aujourd'hui, ouvrons l'encyclo à la page... C'est bon, tu trouves là Faut pas être trop pressé. 2, à la page 2. Le lore, c'est l'ensemble des éléments qui constituent l'univers d'un film, d'un jeu, d'un livre, d'un mythe, de la naphtaline. Pas du tout. Oui, merci. Ici, quand on parle de lore, on parle de jeux référencés. Le PJ, personnage joueur, c'est l'ensemble des éléments qui perturbent le scénario. Ce sont des personnages interprétés par les joueurs dans des univers soit fictifs, donc elfes, aliens, dieux, etc., ou réalistes. Des plombiers, des contrôleurs des impôts, ta maman... Pas les darons. Non, on a dit pas les mamans. Par contre, le roleplay contrôleur des impôts, moi je suis preneur, quand tu veux. Oh putain. Du coup, dans notre tête, c'est nous en mieux, mais dans les faits, c'est une autre version merdique de nous-mêmes. Putain. Au moins, on a des épées dans ces versions. Ouais, c'est ça. C'est version nulle, mais armée. Le MJ, maître du jeu, c'est un pervers narcissique qui manipule les PJ. Pourquoi on lui a dit de faire ça déjà ? J'en sais rien, mais c'est la dernière fois. Ah ouais. Page 3. Donc, pervers narcissique qui manipule les PJ, mais qui finit toujours par être témoin du meurtre de son scénario par ces derniers et pleure après chaque session jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'il est sadomaso et que c'est pour ça qu'il est MJ. Ah, on le fait tous pour ça. Comme dirait le Saint Patrick, c'est que de l'amour. Je crois que c'est la pire citation qu'on puisse faire dans ce podcast. Et ce n'est que le début. Le PNJ, personnage non joueur, c'est l'ensemble des personnages interprétés par le MJ pour tenter de sauver son scénario. En vain, car ce sont des grosses victimes qui finissent la plupart du temps par devenir les esclaves des PJ. Un rôliste au collège, c'était un PNJ, quoi. Ça y est, j'ai des pitiés. Ah mais moi aussi. Ensuite, le RP, le roleplay, c'est le fait de jouer un rôle, tout simplement. Ça concerne l'interprétation et les actions dans le jeu. Par exemple, balancer sa bière à la tronche du barbare parce qu'il vous a arraché un bout de cuisse avec sa hache. Sans faire exprès, hein, évidemment. C'est jamais fait exprès. C'est souvent dans une situation où on boit une bière qu'on se fait arracher un bout de cuisse par un barbare, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Par opposition, donc, on a le HRP, hors roleplay, qui veut dire, en traduction littérale, en dehors du fait de jouer un rôle. C'est un tout petit peu long. Vous notez qu'il a pas tourné les pages pour la trouver, Oui, cette c'est définition. vrai. C'est vrai. Incroyable. Donc, ça parle de ce qui se passe autour de la table. Par exemple, confisquer les dés de Jean Damien, qui interprète le barbare venant d'arracher la cuisse de votre perso suite à un échec critique. Et faire tomber votre bière sur sa fiche perso sans faire exprès. Hein. Passible de la peine de mort. Bon, merci pour ce Shitipédia.
Mais du coup, on va peut-être un peu plus rentrer dans le détail, puisque là, on parle d'un des sujets du Shitipédia, mais plus précisément. Et donc, le lore. Pierre-Luc, je crois que tu pouvais nous définir un peu, c'est quoi ce truc, le Ouais, lore? t'es lancé là, on a envie de savoir là. Et oui, bon, allez, c'est une sorte de suite du Shitipédia. Donc, le lore, Mais en plus long. en plus long et en plus documenté cette fois-ci. D'accord, tu poses ce bottin tout de suite. Je ne veux plus entendre la moindre page de... Pause, tu poses. Merci. Donc, le lore, en fait, c'est une abréviation qui est détournée du mot folklore. Donc, folklore, dans les langues germaniques, ça comprend toutes les langues scandinaves, anglaises et compagnie. Donc, folk, qui parle des gens, du peuple et par extension des choses populaires. Et le lore, donc, qui parle de la connaissance ou de la tradition. Donc, le folklore fait référence aux connaissances populaires traditionnellement transmises à l'oral, genre la recette de la tarte au quetch de ta mamie. Tradition orale ô combien importante. Exactement. Bon, maintenant, c'est tradition marmiton, mais... C'est ça. Du coup, les mythologies en font partie aussi. Des connaissances populaires, hein, pas de la recette. Oui. Merci. Ouais. Donc ces éléments, ils permettent de nourrir l'imaginaire collectif. Et l'imaginaire collectif, c'est vraiment un concept ultra fort, parce qu'il permet de se faire une image mentale d'une chose sans en connaître nécessairement toutes les caractéristiques. Tout le monde a une idée au moins vague de ce qu'est un troll. Ouais, c'est un mec qui se moque des gens sur internet Ah, c'est pas des grands bonhommes tout bleus avec des grandes dents et les cheveux rouges? aussi. Ouais, globalement, quand on parle de troll, ouais, c'est ça, on a cette idée de grosses créatures moches, méchantes. Finalement, les trolls d'internet en font partie aussi. Exactement. C'est vrai. Ils sont pas forcément très grands, mais... Non, mais ils sont moches et méchants. Exactement. Donc à l'origine, le troll, c'est une créature qui fait partie du folklore scandinave et de manière plus large de la mythologie nordique. Il est associé aux Jotun, qui sont les géants dans cette mythologie. Donc, Ah oui, c'est géants- les méchants dans Thor. Donc ces trolls, ils incarnent les forces naturelles ou la magie. Et ça, c'est en général par opposition aux hommes ou aux dieux. Donc ils sont pas très amicaux. Et en fait, ça se retrouve justement sur Internet. Les trolls Exactement. sont pas très amicaux. Et donc les mythes autour de cette créature, ils ont été réinterprétés par des auteurs ou des autrices qui ont enrichi ça et qui l'ont intégré à leurs histoires, à des nouvelles histoires. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez connu, que Tolkien, c'est quelqu'un qui a plutôt poncé la mythologie nordique et qui justement en a réutilisé beaucoup d'éléments pour construire son œuvre et construire son univers. Mais c'est vrai que c'est assez pertinent comme exemple, Pierre-Luc, parce que dans les univers fantasy, ça pullule de trolls en l'occurrence. Et il y en a de toutes sortes, il n'y en a pas un qui se ressemble, c'est ça qui est incroyable. C'est ça, en fait, il y a techniquement plein de sortes de trolls et justement, dans l'exemple que tu as donné, Grimm, tu as Le Seigneur des Anneaux ou Bilbo le Hobbit, le premier sur lequel ça apparaît. On va avoir Harry Potter de Rowling. On va avoir plus récemment Troll de Troie d'Arlston et Mourier et aussi World of Warcraft, donc de Blizzard. En fait, c'est des supports, des médias assez différents globalement, et pourtant ils ont tous repris ce mythe de manière commune. Et c'est là où on voit que l'imaginaire collectif nourrit tout ça. Ils sont tous très grands, donc entre 2 et 10 mètres. C'est Belle pas- bête. Un beau bâtiment. Voilà, c'est pas ton voisin, quoi. Ils ont tous une force physique assez remarquable. Ils sont tous globalement très laids. Ils ont une intelligence limitée ou quasi inexistante, affiliés à la nature. Donc tu disais qu'il y avait plein de types. Effectivement, il y a des trolls des forêts, il y a des trolls des rivières. Juste pour Tolkien, il y a tout un type de trolls liés à la terre, donc les cavernes, les collines, les montagnes, trolls des neiges. Enfin tout ça, Ah ouais, ouais. vraiment, on est dans cette idée-là. Ils sont plutôt hostiles, donc pour reprendre un petit peu l'idée de la mythologie, ils sont en opposition aux hommes et aux dieux, donc ils sont plutôt hostiles de manière générale, et ils se nourrissent d'animaux en tout genre, humains compris. Et dans le jeu de rôle, on va avoir des univers, notamment, là je vais prendre celui qu'on a le plus joué, voire quasiment le seul auquel on a joué. Bref. Faut pas le dire ça. Oh merde. Non, c'est ça. Donc dans Warhammer Battle, on retrouve des trolls qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Ils sont très grands, très forts, très moches, très très bêtes, souvent affiliés à la nature. Ils ont des affinités avec le chaos, comme dans Le Seigneur des Anneaux finalement, puisqu'ils sont affiliés à Sauron. Et ils sont très hostiles et mangeurs d'hommes. Donc finalement, on a des univers très variés, mais pourtant ils récupèrent des éléments de folklore communs. Enfin, ils reprennent des codes communs. Bah, c'est vrai que les univers de fantasy, de manière générale, reprennent des codes assez communs qui, pour beaucoup, viennent du Seigneur des Anneaux, enfin, en tout cas de l'œuvre de Tolkien. Ouais, carrément. Le lien qui se fait entre l'imaginaire collectif et les codes et tout ça, ça permet d'ancrer un petit peu l'œuvre dans un genre. Donc le genre, pour moi, c'est une construction assez générique, basée sur ces codes communs et qui sont facilement reconnaissables. Et c'est ça le plus important, c'est que ce soit facilement reconnaissable. Ça parle à tout le monde, Ouais. ou en tout cas quasiment tout le monde, et t'as même pas besoin d'avoir poncé un lore ou quoi. C'est quelque chose dont on te dit tout de suite, ok, un elfe,
Ah bah voilà, une tarte au quetch. Ah bah voilà. Et à partir de peu d'éléments, on peut se faire une image assez globale du lieu ou de la situation dans laquelle on se trouve. Ouais, d'ailleurs, on rejoint déjà cette définition de lore qui est finalement assez souvent de la réutilisation d'éléments mythologiques ou en tout cas de folklore déjà connus, quoi, pour la fiction en tout cas. Ouais, c'est ça, carrément. Là, je vais vous donner un autre exemple Je vais vous donner juste une situation. Vous êtes dans une taverne. Ouais. Et là, on a tous des images qui fusent dans la tête. On entend le tintement des chopes de bière qui s'entrechoquent, le brouhaha des clients qui s'esclaffent à gorge déployée. On voit les piliers de bar s'affaisser au fil des pintes. Tandis que... Ça, c'est bientôt moi. Tandis que les voleurs subtilisent leur bourse. On sent l'odeur des viandes rôties et de la fameuse tarte. Donc tous ces éléments, c'est des choses que même sans les dire, en fait, juste en donnant une idée vague, on a des éléments précis qui nous viennent en tête. Et donc, c'est en rajoutant leurs propres idées et une vision plus personnelle que différents auteurs, différents créateurs vont créer des univers uniques et identifiables. Et c'est selon moi ce qui définit un univers référencé. Donc je parlais dans le Wikipédia d'univers référencé. C'est clairement ça, c'est des codes de construction génériques, donc d'univers génériques, qui sont agrémentés d'idées personnelles et donc qui rendent la situation unique et identifiable. Oui, c'est ça, on en arrive à parler du fondement même de la création. Finalement, on part jamais de rien, on part d'une culture déjà existante et de ce qu'on a dans la tête, en fait, de ce qui nous a façonné et comment on va générer un univers, c'est à partir d'éléments connus qui font souvent partie de cet imaginaire collectif et qu'on va justement pimper, en fait. Et d'un seul coup, hop, ça aura une autre gueule et on pourra changer un peu le nom. Ou aller plus loin dans son interprétation d'un thème ou d'une créature et pour en donner une vision un peu différente en jouant justement avec le fait que ce soit connu un peu de tout le monde, quoi. Carrément. Et du coup, là-dedans, on revient quand même au sujet qui nous intéresse, c'est le JDR. Qui, de mon point de vue, est une sorte de temple de l'imaginaire collectif. Est-ce que c'est un peu le temple Maya où on se sacrifie pour avoir des meilleurs résultats sur nos jets de dés ? Alors ça marche pas, ne faites pas ça chez vous. Ah d'accord, ouais, c'est vrai, il y en a qui ont essayé, ça c'est mal fini. Ouais, en général. En général, c'est plus worth de sacrifier ton voisin. Moi j'ai sacrifié un paquet de bière pour avoir des meilleurs jets de dés, ça marche jamais. T'as perdu au change, ouais. Bon, du coup, c'est là en fait que se trouve le terrain de jeu des rôlistes. C'est là où on va titiller notre curiosité en faisant écho à des éléments de folklore dont on a déjà entendu parler de près ou de loin. C'est l'activité qui se nourrit des connaissances et qui les nourrit aussi. C'est une sorte de cercle vertueux. Et ce cercle, il est maintenu par l'implication des MJ et des PJ, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau. Et c'est ça qui est vachement cool. D'une certaine manière, chaque session de JDR participe à la tradition orale. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Bon, je sais pas ce que t'en penses toi, Mathias. Est-ce que tu penses que c'est suffisant pour se lancer ? Bah non. Voilà, c'est fin. ça. Allez, j'y vais. Il y a un moment, il faut peut-être un petit peu potasser, quoi. Non, mais faut être un petit peu sérieux. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'était un univers référencé, merci PL, on va parler justement du fait de se lancer sans doute un peu trop vite dans ces univers, alors que ça aurait mérité de s'arrêter 2 minutes pour y réfléchir. Et pour tous ceux qui pensent que c'est une bonne idée de sauter à pieds joints dans la fosse à purin de l'ignorance, et que on va obtenir de bons résultats de cette manière. N'est-ce pas ? C'est à vous que je m'adresse. Bon, en fait, tout ça, plus sérieusement, c'est un fléau qui s'abat aussi bien sur les MJ que sur les PJ. Ça produit des effets relativement différents, mais tous sont désagréables et tous sont un problème pour l'activité, pour le bon déroulé des sessions. On va commencer par parler du MJ ignorant, celui qui fonce dans l'univers référencé de son choix sans avoir rien appris. Et qui se jette dans la fosse à purin. Exactement, dans la fameuse. Bon déjà on commencera par les évidences, faut quand même pas être très malin pour jouer en disant par contre j'ai pas lu un trop long, flemme, on crée les persos, genre non, on commence pas un jeu comme ça, c'est pas une bonne idée. Déjà ça veut dire qu'il y a un mot de vocabulaire sur 2 à la création des personnages qui risque de poser ne pas être compris. Ouais c'est ça, on risque d'y passer du temps finalement à éplucher ce qui aurait dû être fait avant. Imaginez un instant, j'ai vu un jeu avec des sorciers en uniforme qui font de la magie et des baguettes dans une espèce de grande école là, en forme de château. Ça a l'air cool, hein ? C'est vrai que ça serait un peu dommage. Ouais, ça serait un peu dommage, quoi. Là, votre MJ, il commence et il reprend aucun code qui font que l'univers d'Harry Potter, que tout le monde aura reconnu, est l'univers d'Harry Potter. Ah, c'était ça ? Ah, ok, d'accord. Non, désolé. Et puis là, vous commencez à jouer à Harry Potter sans aucun détail et donc vous ne vous rendez pas compte que... Enfin, vous vous rendez bien compte que c'est Harry Potter, mais sans les détails. Donc c'est quand même
pas très sérieux au fond. Mais c'est vrai que si d'un seul coup tu m'enlèves le fait que le courrier transite par des chouettes, je vais commencer à me sentir mal, quoi, puis savoir où je suis. Être un Et peu merde. paumé. Non, mais Pas dur. tu risques de gommer un peu ce qui fait la particularité de l'univers, c'est ça que je veux dire. Je veux dire, tu vas perdre 5 balles à acheter un timbre. quoi. Ce serait un peu dommage, quoi. Puis est-ce qu'ils ont vraiment la poste des sorciers? Finalement, les chouettes, ça a l'air plus fiable. Ouais, c'est sûr. On essaie que les pigeons, c'était quand même pas trop ça. Ça aurait mérité que on en discute un peu avant et qu'on sache un peu de quoi on parle, même si bon, c'est un exemple un peu extrême, mais en fait, ce genre de négligence, de considération avant de commencer un JDR, en fait, c'est monnaie courante et à tous les niveaux. Et on s'en est déjà rendu compte. On a toujours nous, on le fait pas parce que nous sommes exemplaires. Mais Bien sûr. on a plein de potes où on a toujours entendu des histoires complètement débiles sur justement des niveaux de connaissance du lore si différentes et d'ignorance du lore si différentes que en fait ça précipitait les parties et les moments de jeu de rôle dans un abîme de souffrance et d'ennui. Oui, ça crée potentiellement du conflit ou de l'ennui. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, globalement, je pense qu'il faut être un peu sérieux. On lit, puis on joue. Autrement, c'est qu'il y a une erreur de casting et il faut pas jouer dans un univers référencé. Il faut jouer dans un jeu où il y a un univers assez peu présent, où il y a peu de code à assimiler et où la lecture des règles, une simple lecture des règles suffit. Comme Macadabre par exemple, auquel on a joué déjà. Oui, c'est vrai, on est plutôt dans un univers connu où finalement il y a quelques petits détails pour te dire quand même que tu joues dans l'univers de Macadabre vis-à-vis d'une forme de malédiction, de choses comme ça. Mais au-delà de ça, on est dans un univers médiéval, renaissance, assez réaliste en plus. Ouais, assez bien fait, assez classique, et franchement l'histoire tient sur 2 pages, donc c'est vraiment facile de se mettre dedans. Les règles sur 1 ou 2, c'est pareil, on est vite lancé et on se retrouve à faire un jeu où finalement le degré de connaissance est partagé par tous dans les mêmes proportions. Et puisqu'il fait appel encore une fois à l'imaginaire collectif et que Voilà. il est souvent possible que la plupart des gens aient eu la même quantité d'informations dans des cours d'histoire Ouais. plus jeunes ou ce genre de Oui, choses. c'est ça. Et puis même s'il les a pas lus, au fond, ces 2 pages d'explication suffiront en tout cas tout à fait à ce que tout le monde passe une partie sur des bases, on va dire, comparables. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'en exemple de jeu, on peut aussi parler très rapidement de systèmes qui sont conçus pour être des systèmes de règles et qui n'ont pas de lore rattaché. Je pense surtout à Abstract Dungeon, qui est un jeu où on nous dit juste, bah voilà, c'est un système de règles fait pour jouer de la fantasy. Après, vous collez n'importe quel univers par-dessus. Le but, c'est juste d'avoir un système de règles et qui n'est pas justement Voilà. à s'encombrer. Enfin, vous partez de ce que vous connaissez en fait, plutôt que d'avoir à potasser quelque chose. Ça, c'est pas mal. C'est une autre direction, effectivement, qui fait qu'on tombe pas dans le piège, finalement, de l'ultra-référence à laquelle on ne connaît rien. Parce que d'ailleurs, le fait de ne pas étudier, ça a des conséquences réelles sur le jeu, sur la qualité de ce que vous faites. En tant que MJ, ça va d'abord impacter le scénario et l'univers, en les rendant en fait assez peu crédibles. On va pas rentrer dans le détail, on va se contenter de situations simplistes, de décrire des environnements qui le sont tout autant, et finalement, là on va faire appel à la connaissance de chacun, mais sur des représentations qui sont extrêmement génériques. Donc c'est quand même dommage pour un univers référencé. Du coup, ça met moins de personnes en porte-à-faux. C'est Alors, aussi un avantage. Certes, mais c'est quand même un peu lisse. Oui, je suis d'accord. Tu vois, le fait de ne rien y connaître, ça fait qu'on va se contenter de décrire et de dire des généralités. On va avoir des univers super lisses, générique fantasy, c'est pas forcément un problème, mais quand tu joues à... Tu viens de créer un nouveau genre, quoi, le générique fantasy, exactement. Ah, c'est pas mal ça. J'adore. Non mais voilà, on risque de faire des choses qui sont vraiment très très simplistes, qui parlent à tout le monde, parce que comme l'a bien décrit PL tout à l'heure, on va fonctionner sur des codes que tout le monde est à même de comprendre, mais du coup passer complètement à côté de la particularité de l'univers dans lequel on joue. L'histoire, une succession d'événements parfaitement généraux et de bastons qu'on va attendre d'ailleurs avec impatience parce que l'histoire va être tellement relou qu'on va se rattacher au seul truc un peu sympa. Mais on n'avait pas dit la dernière fois qu'on jouait au jeu de rôle juste pour se péter la gueule. Si, exactement, pour tuer des trucs. Tuer des trucs, ouais, c'était ça. Évidemment, que pour ça. Mais voilà, avec si peu d'éléments, au fond, bon courage pour accrocher vos joueurs et rendre l'univers cohérent, quoi. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant d'incorporer des éléments un peu précis justement d'un lore pour immerger justement, si les joueurs ne connaissent pas ce lore, leur donner des petits points de détail, comme ça permet justement de leur faire découvrir et de les attirer vers ça, Qu'est-ce qui fait que c'est Harry Potter et non pas un univers fantasy, magique, classique, parfaitement générique? C'est qu'il y a des mecs avec des baguettes qui se jettent des CGI dans la gueule, non? Ouais, mais il y a sans doute un peu plus que ça si on était honnête. Peut-être. Là, pour moi, c'est clairement Stargate. Hein. Ah, pardon. Non, mais sans déconner, si on joue à Game of Thrones le JDR, c'est quand même pour le plaisir
de voir se dérouler une histoire dans l'univers très riche de Westeros, et pas pour raconter des généralités sur un monde fantasy basique. Ah voilà, vous voyagez dans une forêt, il y a de la neige, des chevaliers rouges qui vous attaquent, puis il y a des dragons. Ouais, super. Tout le monde est content là. Wouhou. Ouh. Alors en vrai, il y en a qui se contentent des dragons. Hein. T'es en mode oh tiens, c'est beau. C'est vrai. Ouais, Ça c'est a des ailes. Ah, c'est cool les dragons. Et du coup, pas besoin de jouer à Game of Thrones. C'est ça que je veux dire. On se prive de toute la richesse que ces univers référencés nous proposent, quoi, et nous promettent. On a une seconde conséquence pour le MJ, c'est de créer des PNJ qui sont hyper caricaturaux. Les PNJ vont complètement souffrir de ce manque de connaissances, parce que les PNJ, croyez-le ou non, ça ne sert pas qu'à donner des quêtes, ni des récompenses. Ah, ils servent pas à dire j'ai vu un inconnu là-bas avec une capuche. Je me demande si ça a un lien avec l'incendie de l'auberge. Eh non, exactement, je vois que tu as bien révisé l'épisode 0. Félicitations. Non, ils ne servent pas qu'à ça. Ils servent aussi de guide pour comprendre les codes de l'univers. Par exemple, Warhammer Fantasy V2, notre référence absolue. Voilà, le seul jeu auquel on a joué. C'est ça. Donc, c'est un univers médiéval, fantastique, blablabla, où la religion est très importante dans les sociétés humaines. L'implication, quoi. Médiéval, fantastique, blablabla. Ouais. Là, je suis en train de dire tout ce qu'il faut pas. Bref, il y a plein de détails. Mais On précise que c'est un univers qui est comme assez ancien, enfin qui a 40 ans, 40 par ans là, maintenant, ouais. près de 40 ans, et qui est bardé de petits détails en fait. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est là où il y a du lore, quoi. Bah, moi j'ai l'impression justement du fait de son ancienneté, la base médiévale reste toujours présente, mais il a pu se modifier un petit peu, s'adapter. Et enfin j'ai déjà vécu des campagnes Warhammer Battle où on était plus dans de la dark fantasy avec des éléments très très sombres, voire même on incarnait des personnages, des anti-héros, des trucs très négatifs. Et au contraire, il y a des moments où tu fais des trucs un peu plus humoristiques, burlesques. J'ai l'impression que ça se prête à ça aussi, l'ancienneté de Warhammer en tout cas. Ouais, non, mais c'est vrai, on peut l'interpréter de façon différente. Nous, on joue aussi pas mal dark fantasy, mais tout est possible. Aussi par le fait que ça s'explique aussi par le fait que le lore soit peut-être pas si exigeant que ça. Bon, ça c'est un débat sur le jeu, mais ça permet quand même, en fait, d'éclairer un petit peu la situation que je veux présenter. Donc, imaginons dans Warhammer, on a un prêtre de Sigmar qui fait un sermon. Son discours, ses paroles, ses vêtements, son attitude, ce sont des informations en fait sur le lore. Et ça, si le MJ n'en a aucune connaissance et qu'il les rend pas identifiables, eh ben, on passe complètement à côté de ça, quoi. Les PNJ sont en fait des supports, ils doivent vraiment servir d'exemple pour les joueurs qui, justement, comme dit Grimm, ne connaîtraient pas trop bien l'univers. Eh ben, ces représentations, ces rôles qu'ils ont, ça permet aux joueurs de comprendre un peu comment ça se passe. Ouais, j'avoue que imaginer un PNJ qui lui-même ne sait pas ce qu'il fout là, ça doit faire trop bizarre. Il y en a plein en fait, des mecs comme ça. On aurait plein d'exemples à citer, mais on verra plus tard. Ouais, on en parlera une autre fois. La conséquence finalement définitive de toutes ces petites erreurs de connaissance, c'est finalement qu'on risque de perdre ces joueurs tout simplement. À cause d'approximations répétées, de généralités, on va les induire en erreur, parce qu'ils ne sauront pas bien à quoi se raccrocher, à quel code s'identifier pour bien percevoir l'univers. Et on va manquer cruellement d'arguments pour rebondir à toutes les questions que les joueurs, ou en tout cas les PJ, voudraient nous poser pour comprendre de quoi on parle. Ou même au moment où ils peuvent sortir un petit peu du scénario, finalement, pour improviser. Connaître quand même son univers, c'est quand même un des points d'appui pour pouvoir... Ça me paraît être la base à moi, mais ouais. C'est quand même vachement gênant. Voilà, c'est-à-dire que si on se retrouve à croiser un PNJ qui commence à nous dire que Sigmar c'est un démon horrible qui veut envahir la Terre, et que 5 minutes après on croise une église dédiée à sa personne dans une grande ville, on va commencer à se poser des questions. Ouais, c'est quand même un problème, quoi. On manque d'arguments pour rebondir aux questions des joueurs, c'est ce qu'on vient de dire. Quand on demande des renseignements, des noms, des références, et que les PNJ sont pas capables d'y répondre, ça frise le ridicule quand même. Bon, bref, l'ensemble, ça sera un ensemble fade, générique, ennuyeux. Enfin, on s'amuserait plus à faire sa déclaration de revenus sur impôt.gouv, c'est dire. Mais du coup, un joueur qui n'y connaît rien, lui, ça lui fait quoi ? Ah bah oui, parce que c'est pas que la faute du MJ, hein. Là, le manque d'implication des joueurs, c'est là aussi un véritable problème. On risque de faire des persos qui sont tout simplement caricaturaux et super difficiles à jouer. On se met en difficulté en fait, parce que ça crée un manque d'aisance immédiat. Vous imaginez un instant que dans la vraie vie, vous soyez transporté à l'autre bout du monde dans un pays que vous ne connaissez pas, vous connaissez rien, vous connaissez pas. Bon, aujourd'hui avec Internet, du temps d'Internet, c'est compliqué tout ça, mais imaginez. Non, mais il y a échec critique. une grosse vague de jeux sur Google, non pas Google Simulator, n'importe quoi. Oh la vache, ça devient comme une simulation de Google, à celle-là je l'avais jamais entendue. Elle est bonne. Pardon. Échec critique, le podcast tenu par des mecs qui ont plus de 70 ans à première vue.
Non, pour le coup, c'était le jeu vidéo qui est hyper en vogue où du coup, tu t'es sur Google Maps et Ah oui, ouais, le truc de géographie là, c'est ça non GeoGuessr. Ah putain, ouais, c'est merci. ça. Ouais. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire à la base. Alors mais explique voilà, GeoGuessr déjà pour ceux qui savent pas ce Ah que oui, c'est. GeoGuessr, en fait, tu as accès à tous les fichiers de Google Maps et en gros, quelqu'un qui a codé un jeu à partir de ça où tu as un timer et on te balance comme tu viens de le dire, dans un pays, dans une zone au pif. Et tu dois, avec les éléments qu'il y a autour de toi, en te déplaçant un petit peu, mais tu peux pas dézoomer, donc c'est un peu bizarre. En fait, t'es avec le Street View, c'est ça. Ouais, t'es en vue caméra dans la rue. Exactement, t'es en street view et donc t'as l'impression de te balader dans des rues, sauf qu'il faut que tu saches, faut que tu arrives à retrouver où est-ce que t'es. Et donc le gagnant, c'est celui qui retrouve le plus rapidement et surtout le plus proche. Bah c'est Voilà. ça. Donc quand tu te retrouves, imaginez-vous transporté d'un seul coup dans je sais pas, une ville quelconque en Asie, vous connaissez pas l'alphabet, vous connaissez rien, vous n'avez aucun repère. Bon bah là, clairement, vous êtes un peu emmerdé. On peut dire que vous n'êtes pas très à l'aise. Et bah dans le jeu de rôle, c'est pareil. Sans code, sans repère, on n'osera en fait pas interagir avec cet univers. On risque de rester en retrait la plupart du temps. Ou à l'inverse, on risque de faire des grosses conneries. Parce que on veut oser quand même, on veut jouer. Et on va se prendre le risque de dire quelque chose, de faire quelque chose qui est absolument pas possible dans l'univers. Je vais donner un court exemple que je vais essayer de faire rapide. Dans Warhammer 40 000, donc Warhammer 40 000, c'est un univers donc futuriste, quasi apocalyptique, où l'humanité lutte à chaque instant pour sa propre survie. Elle est menacée en permanence par les hérétiques, les démons, des extraterrestres belliqueux qui ne rêvent que de dévorer l'humanité. Et au sommet de cet empire humain, l'Imperium, on a les super guerriers de l'humanité qui s'appellent les Space Marines. Des soldats génétiquement modifiés qui font tout mieux que tout le monde. Et c'est eux qu'on envoie, vulgairement, hein, je vais vite, mais dans l'espace, étendre à la fois les frontières de l'Imperium et les défendre, et en tout cas se jeter face aux menaces les plus terribles. Dans cet univers-là, j'étais joueur dans une campagne de Warhammer 40 000 où on jouait donc des Space Marines. Et l'un d'entre nous était un Tech Marine. Donc c'est un Space Marine spécialiste de la technologie. Et la considération technologique de l'Imperium, c'est vraiment n'est valable que la technologie humaine. Elle est sacrée, elle est religieuse. Toute autre technologie est une hérésie. Et ça viendrait jamais à l'esprit d'un Tech Marine lambda d'aller s'amuser avec des jouets extraterrestres. Et bah, un joueur à côté de moi, qu'on va appeler Dimitri, joue donc un Tech Marine et s'empare d'une arme extraterrestre et s'amuse avec, quoi. Il s'amuse avec. Ce qui est une erreur de lore fondamentale, hein. Alors on pourrait dire oui, mais peut-être qu'il joue un hérétique. Pas du tout. Il savait pas du tout. Clairement, c'était un manque de connaissance de lore de sa part. C'était une vraie aberration de l'univers. Et il faisait le malin, quoi. Donc j'ai gentiment expliqué à Dimitri, IRP, bien sûr, qu'il était bien mignon, mais que c'était des conneries et que s'il continuait comme ça, j'allais lui fumer sa gueule. Parce que c'était une vraie erreur, un vrai problème. Ouais, alors déjà, on est désolé pour tous les Dimitri. Et C'est pas grave. je suis sûr qu'il y en a des très très bien. Il y a plein de très bons Dimitri. Celui-là était un mauvais Dimitri. Celui-là était un mauvais Dimitri, voilà, qui portait préjudice à ce prénom. Bref, on va un peu trop loin. Et surtout, oui, en fait, Warhammer 40 000, enfin, les univers Warhammer sont des univers anciens qui sont encore aujourd'hui mis à jour, puisque c'est des jeux de figurines à l'origine, ça, on a oublié de le préciser. Et ils sont de plus en plus développés, enfin ils sont toujours plus développés, et c'est vrai que maintenant c'est des univers extrêmement denses, et avant de se lancer dans un jeu qui fait référence à Warhammer, faut quand même avoir un peu potassé, parce que ça devient vite compliqué. Ah bah ouais, c'est ça. Sinon, bah voilà, on risque de créer ce genre d'erreur. Et puis encore, pour revenir à ce que tu as dit, c'est que tu lui as, gentiment, entre guillemets, hein, fait remarquer que c'était pas bon, mais tu l'as fait dans le cadre du roleplay. Oui. Et ça passe un petit peu plus que si tu avais coupé le jeu et que tu avais dit, en fait, là, mec, Ouais. Dimitri et non pas machin Tech Marine, tu lui as dit que. En tant que joueur, dans l'histoire, toujours IRP. Mon personnage était donc scandalisé face à ce sacrilège et lui a bien fait comprendre que c'était une hérésie majeure et qu'il risquait l'exécution sommaire. Là, on est face à un exemple flagrant de manque de connaissances. Mais c'est vraiment aberrant. Faut pas jouer ça si on sait pas du tout ce que ça implique. Non, mais du coup, c'est un peu dommage parce que ça voudrait dire que qui dit univers référencé dit toute personne qui commence et qui n'a pas forcément la connaissance ou n'a pas le temps d'acquérir cette connaissance ne peut pas y jouer. Eh ben, ça veut surtout dire que c'est... Bon, on va en parler un peu plus tard, mais ça veut surtout dire qu'il y a au moins un minimum à connaître. Un minimum. Un minimum, c'est la création de perso, je lis la classe, quoi. Genre, je sais pas, c'est marqué dedans, quoi, littéralement.
Bon, cela étant dit, donc tout ce genre de frein, en fait, ça a pour conséquence de briser l'immersion. Parce qu'on sait pas, parce qu'on est perdu en tant que joueur, ça peut arriver d'interrompre le jeu pour demander une explication de règle, parce qu'on sait plus bien, ou même un point de lore qu'on n'aurait pas trop compris, ou sur une situation. Mais quand on n'y connaît rien, on va passer son temps à le faire, en fait. Et donc ça doit rester occasionnel. Parce que si ça devient une habitude et qu'on fait son apprentissage du lore en session, bah c'est insupportable, quoi. On pète le jeu, on coupe la narration, l'immersion de toute la table, et c'est vraiment une sortie sèche de l'histoire. Bah, c'est ça, c'est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure. En fait, quand on est perdu vis-à-vis d'un lore, c'est soit on va faire des coupes constantes pour essayer de récupérer le fil et de s'en sortir, ou alors on va se mettre en retrait et justement ne pas être capable de l'ouvrir parce qu'on va se dire ah bah ouais mais non mais en fait si je fais ça se trouve ça va pas être une bonne chose, etc. Et c'est vrai que ça peut être assez vite compliqué vis-à-vis d'un joueur de faire un travail en amont de son côté. Mais ça peut être un peu pesant, ou sinon d'aller poser des questions directement au maître du jeu et en partant du principe que le maître du jeu connaît l'univers dans lequel il va faire jouer sa session, le connaît bien. Ça serait bien. Mais en tout cas d'aller lui poser des questions en tout cas on pourra savoir au moins comment lui il voit cet univers et de pas se retrouver soit à poser des questions toutes les 2 minutes, soit juste perdu parce qu'on n'ose pas poser des questions toutes les 2 minutes. Et bah parfaitement. Enfin la solution qui a l'air de se présenter c'est quand même plutôt d'en parler avec le MJ en dehors des parties à minima quoi, d'avoir des discussions par rapport à ça. Exactement, d'essayer que tout le monde se mette au même niveau de connaissance pour avoir à peu près les mêmes armes pour jouer au même jeu, en fait c'est aussi con que ça. Bon, tout ça, ça peut créer sur le long terme quand même une perte d'intérêt. On a quand même du mal à suivre à force, parce que tous ces éléments-là sont quand même des freins au bon déroulé du jeu, du scénario. Et ça, j'insiste, ça impacte vraiment toute la table. C'est pénible pour tout le monde. Si un jeu ou une session, elle requiert des connaissances, c'est exactement ce qu'on vient de dire, faut quand même l'étudier à un moment ou à un autre, un minimum, c'est juste pour être raccord avec les codes de l'univers. Et ça, c'est un truc qu'il faut faire tous ensemble, avec le MJ, et surtout en dehors des sessions pour pas perturber l'activité. Là, pour le coup, c'est vrai que moi, personnellement, c'est une méthode que j'emploie, c'est quand je commence à faire jouer des joueurs dans un univers référencé. Au moment de la création de perso, je vais commencer à leur faire un descriptif que je vais préparer en amont voilà l'univers, comment il est, et les éléments qu'ils ont besoin de savoir pour la session qui se présente. Parce que sinon, oui, c'est vrai qu'au moment de prendre le jeu en main, ça peut être pesant, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est délicat, quoi. Donc ouais, effectivement, une petite liste prête à plonger dans l'univers, comme ça chacun en prend connaissance et on y va et tout se passe bien. Bon, finalement, jouer sans rien connaître d'un univers, c'est tout à fait possible, mais c'est quand même super limitant. Foncer dans un univers très référencé, c'est quand même risquer la catastrophe si on l'étudie pas un minimum. Vaut mieux cibler des jeux moins exigeants si on n'a pas envie de se fader tout ça, et plus facile d'accès, qui donc nécessite un minimum d'investissement. Voilà, c'est ça, parce que finalement, ce qui va souvent conditionner, en tout cas, notre choix d'achat de livres de règles de jeux de rôle, c'est le lore en question, enfin, c'est l'univers auquel ça se référence. Généralement, justement, on voit un livre Warhammer, on dit « Ah, mais j'adore l'univers Warhammer, j'ai envie de faire du jeu de rôle là-dedans. Ouais. » Mais bon, après, on peut aussi arriver à l'extrême opposé, c'est-à-dire plutôt que de ne pas le connaître, on peut trop le connaître. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce défaut d'être passionné par un univers, donc en soi c'est bien, c'est pas un défaut jusque-là, mais par passion, par fanatisme, on peut se retrouver à lire un énorme bouquin de 500 pages, à défoncer un wiki, donc déjà faut avoir du temps à perdre pour ça, et on en arrive au stade où on va tellement se concentrer sur le lore qu'on va perdre l'essentiel du jeu de rôle. Ça demande du temps, mais c'est avant tout l'écriture d'un scénario avant de commencer à se pointer avec des détails de lore ultra précis, qui peuvent finir par devenir pesants, voire perdre les joueurs. Si je vais prendre un univers que je connais très bien, l'univers Marvel, puisque j'ai été un gros lecteur de comics, et si je balance des joueurs directement en disant vous allez jouer des super-héros, maintenant voilà, vous êtes chez les Inhumains, vous êtes dans leur cité complètement perdue, alors en plus on va prendre l'arc des années 2000, du coup vous êtes sur la face cachée de la Lune, déjà ça commence, et ouais mais c'est qui les Inhumains, c'est qui ces types, moi j'ai juste vu Avengers au cinéma, du coup là je commence déjà à être paumé, et c'est désagréable en fait, ça met les joueurs dans une situation pas cool. Et le plus désagréable, c'est quand tu les regardes droit dans les yeux et que tu leur fais c'est ça. C'est ça. T'acquiesces, tu sais, la bouche entrouverte. Tu vois de quoi je parle ? Tu vois de quoi je parle, du con. Quoi ? Tu connais pas ? Attends, je vais te filer une pile de 3, 4, 5 comics de 500 pages là, et puis après tu sauras. Ouais, mais on n'a pas envie de ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a des priorités. D'abord, une bonne partie, un bon scénar, des personnages cohérents. Ensuite, les points de lore et les détails, quoi. J'ai l'impression que ce sont deux éléments assez distincts qui se superposent au final, mais un scénario peut être objectivement bon, oui, même si le lore est mauvais, et l'inverse c'est possible aussi, non ? Si, je vois ce que tu veux dire, mais du coup, tu fais plus facilement passer le truc si tu as travaillé l'activité en elle-même que vraiment les détails du lore à fond. Si tu as le niveau de connaissance minimum et que tout le reste roule, c'est-à-dire le scénar, les persos, le machin, l'histoire en fait, ça va quoi. Ouais, ça devrait bien se passer. Ça se passe quand même mieux. Après, justement, les éléments de lore... c'est là pour donner des détails, c'est-à-dire qu'il y a d'autres maîtres du jeu, en poussant ce perfectionnisme,
ça va les freiner dans leur écriture par peur de ne pas être raccord avec le lore. En se disant mais je respecte pas assez bien le lore, je suis pas assez précis. Par exemple, pour toujours reprendre l'exemple ultime de Warhammer Fantasy V2, putain, on va vraiment finir par croire qu'on a joué qu'à ça. Ouais, faut vraiment qu'on en sorte d'autres quand même. Faut qu'on en parle d'autres. Non, on peut parler de l'univers. Allez, on va changer d'univers. On peut parler d'Alien, donc univers de science-fiction, dans lequel il y a différentes structures de vaisseaux spatiaux. Et donc il y a des vaisseaux cargo. Et là, on peut se dire, oui, mais un vaisseau cargo comme le Nostromo qui est dans le film Alien 1, combien il a de pièces, combien il y a de trucs, est-ce qu'il y a une salle de sport, est-ce qu'il y a comment ça marche, les douches. Oui, les douches, c'est important pour certains, à ce qui paraît. C'était la meilleure phase de RP qu'on ait fait. Exactement. Entre le basket et les douches. Très caractéristique de l'univers d'Alien d'ailleurs. Exactement, c'était très précis. Enfin, on peut commencer à se poser pas mal de questions, mais finalement, c'est pas nécessaire de répondre à tout. Puis finalement, les joueurs, ils s'adaptent au fur et à mesure. C'est-à-dire que le vaisseau, faut partir du principe qu'on leur fait découvrir, et comme ça, le vaisseau, on le modèle un peu à l'envie. Après, il y a des petits éléments précis qu'il y a dans l'univers qu'on peut voir dans les films. Après, ça a été détaillé. Il y a eu quelques romans, il y a le bouquin de règles du jeu de rôle. Mais justement, on peut réutiliser ces éléments pour pimper un peu notre scénario, pour rajouter quelques paillettes, pour mettre des paillettes dans la vie des gens. Et t'imagines un Nostromo à paillettes? Ça serait la classe. Ce serait infâme. En fait, le problème, c'est que dès qu'il s'approche d'un soleil, il brûle une partie d'une planète de laquelle il s'approche, je crois. Mais bon, à part ça, oups. C'est dommage. Non, mais du coup, c'est des éléments vraiment pour rajouter de l'ornement. Voilà, de l'ornement, de la cohérence et. C'est pour rendre le tout plus crédible et plus personnel en fait, plus personnalisé. Mais plus attrayant. Plus attrayant, mais on peut se détacher de tout ça quand même pour aller piocher des éléments à droite à gauche et les ramener dans ce lore précis en fait. Encore une fois, c'est une histoire de priorité. Faut pas se bloquer son scénario parce qu'on sait pas s'il y a 3 ou 4 chiottes sur le vaisseau d'Alien, quoi. C'est vraiment ce que tu dis. Ça se bâtit au fur et à mesure. Si c'est possible, on peut dire que oui. C'est ça le truc. Voilà, si c'est probable qu'il y ait 4 chiottes et pas 5, ou j'en sais rien, on n'a qu'à dire que oui, mais on s'en fout. Voilà, après, on peut, pour emmerder un joueur et pour une petite blague, on peut dire non, il y a un arrêté qui dit qu'il y a le droit qu'il y a 4 toilettes sur le vaisseau, parce que sinon, on trouve un prétexte à 2 balles. Ouais, oui, c'est possible. Mais c'est d'autant plus marrant. Ouais. Et après, dans les faits, vu la taille du vaisseau, 4 toilettes pour tout le monde, c'est chaud. Restriction budgétaire. Mais voilà, le but c'est de donner du crédit à l'histoire, en tout cas en disant qu'il n'y a que 4 toilettes sur un vaisseau comme le Nostromo, et en disant qu'il y a 2 salles de sport immenses où il faut 10 minutes pour les traverser, mais au moins ça permet de faire son footing quotidien. Non, en tout cas, donc un lore, c'est plein d'éléments précis qu'on peut utiliser à volonté, mais il faut pas dépendre de ces éléments-là. C'est ça, à mes yeux, ce qui est important, c'est de savoir comment les reprendre pour justement, comme tu le disais Mathias, donner de la personnalité à son univers, le rendre attrayant en tout cas. Et le rendre plus vivant. Parce que justement, ça donne du crédit à l'histoire. Ça donne aussi un peu plus de crédit au scénar de commencer à... comme tu le disais, voilà, vous êtes face à un prêtre de Sigmar, même si les joueurs ne savent pas de qui il s'agit. Ils vont tout de suite se dire, ok, bon, c'est un prêtre, c'est une figure religieuse, prêtre de Sigmar, donc c'est un dieu, déjà, on est face à quelque chose d'important. Et justement, à travers le discours qu'il va pouvoir tenir, il va commencer à montrer que cet univers existe, que Sigmar c'est un dieu important, que c'est le dieu fondateur de l'Empire des hommes, donc c'est pas rien non plus, et tout ça, ça a de l'impact en fait sur la vision qu'on va avoir de l'univers derrière et sur la connaissance qu'on va en avoir. Parfaitement. Ah oui, et enfin en tant que MJ, un des grands défauts quand on commence à être trop connaisseur d'un univers, c'est qu'à la fin, on va tellement connaître cet univers et tellement être plongé dedans qu'on va plus trop se poser de questions par rapport à sa cohérence interne à cet univers. Tu veux dire par rapport en adéquation avec le scénario ? En adéquation avec le scénario, et même par moments, il y a des univers, finalement, ils sont un petit peu déconnants, un petit peu bizarres, parce que dans un univers comme même Star Wars, où il y a eu des dizaines de romans, de comics et tout ça, finalement, il y a des trucs qui vont potentiellement se contredire de l'un à l'autre. Et si on essaie de tout respecter à la lettre, on va pas faire attention à ce qui se contredit et à ce qui peut être déconnant, quoi. Mais du coup, là, c'est valable seulement si t'as des multivers. Le fait d'avoir justement ces incohérences, ça peut être acceptable si t'as des multivers, mais si t'es sur quelque chose de linéaire, c'est sûr que ça... mais alors moi j'ai appris un truc en lisant des comics, c'est que les multivers et les voyages dans le temps, c'est des conneries. Alors, c'est vrai ce que tu dis, mais pas que. Par exemple, j'ai lu une bonne partie de l'Hérésie d'Horus, qui est donc une saga sur Warhammer 40 000, et en fait, il y a énormément d'auteurs. Et on se rend compte, du coup, c'est le même univers, il n'y a pas de retour dans le temps ou quoi, mais on se rend compte que de ce fait, puisqu'il y a une pluralité de regards, il y a des incohérences qui peuvent se trouver dans la timeline. Ok, donc il y a des écritures différentes, en fait, ça peut arriver. Ouais, du coup, c'est plus un travail d'interprétation, et tu lis des interprétations plus qu'une saga. C'est presque ça, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Je pense que ça... Alors, je sais pas
à quoi elles sont liées exactement, ces incohérences, mais en tout cas, ça avait vraiment été relevé, mais dès que tu as plusieurs regards, de toute façon, c'est des choses qui peuvent Oui, arriver. c'est ça. c'est Donc sûr. autant en tant que maître du jeu, on est soi-même auteur et Voilà. donc autant créer ses propres incohérences. Parfaitement. C'est vachement plus sympa. Du coup, on parle des MJ, mais il y a aussi un peu le point de vue du joueur. Donc on reste quand même sur le joueur, la personne, qui lui va justement soulever ses incohérences parce qu'il va être un peu trop à cheval sur un univers. Là, bon, je parlais surtout de côté un peu négatif, mais généralement un joueur qui est très bon connaisseur d'un univers, ça peut être autant assez sympa parce qu'il va créer un personnage souvent connecté à cet univers et assez original. Mais à côté de ça, il va devenir potentiellement insupportable parce que dès que le maître du jeu va commencer à faire des écarts par rapport à l'univers, il va commencer à dire non, en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça. Bon, je sais que je l'ai moi-même été un petit peu. C'est-à-dire que je suis tombé sur un maître du jeu dans l'univers de Warhammer 40 000, voilà, soyons original, qui avait un rapport à tout ce qui était chaotique et donc des choses très malsaines qui sont très désagréables en fait pour l'humain. Juste le fait de prononcer des mots liés au chaos, généralement c'est des espèces de formules magiques dans une langue impie qu'on prononce mal, mais ça reste quelque chose de violent. Lui, il avait des PNJ qui les balançaient comme ça à voix haute, comme si c'était quelque chose de normal, etc. Et c'était sa façon d'interpréter cet univers-là. Et moi, je me suis un peu ramené. Bon, je le faisais pas pendant la session, j'étais assez sympa. Mais en dehors des sessions, je disais, ouais, pour moi, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. Et encore, je pense que j'avais une façon de le formuler qui était pas trop chiante. Après, je me défends un peu, hein, mais... Non, du tout. Personne n'a rien dit, Grim, tu fais ce que tu veux. Ah oui, oui. On t'aime comme t'es. L'intention est pas forcément mauvaise, mais dans les faits, ça produit des effets qui sont assez désagréables. Du coup, ce joueur très à cheval sur le lore et très fan du lore justement, mais qui n'a pas pris la place de MJ pour cette fois pour diverses raisons. Du coup, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que lui, il va commencer à essayer de greffer des éléments que lui, il aime beaucoup dans ce lore, qui sont très 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 pointus et qui finalement vont peut-être dévier les autres joueurs de leur scénario, ou alors le maître du jeu va un peu cutter. Et puis justement, c'est un peu, il prend un peu la place du MJ à ce moment-là. C'est vrai. De mon point de vue, c'est pas très respectueux d'imposer ça au MJ alors que lui, il s'est dit bon, ok, on a une ligne directrice et puis basta. Oui, c'est ça, il va rajouter sa propre ligne directrice en se disant non, mais regardez, on peut aller voir là-bas, ça a l'air vachement bien. Ouais. Bah ouais, mais là t'es un peu tout seul. Bah, vouloir c'est aller ça. là-bas, du coup, c'est dommage. Faire du quand t'es forcing, dans un c'est... groupe. Ouais. Mais en tout cas, ça peut, enfin après, dans la réaction roleplay, le défaut, si la réaction est trop excessive, ça peut mettre à mal le scénario en fait. Oui, c'est vrai. Mais de ne pas réagir, c'est quand même une grosse connerie aussi. Mais ne pas réagir, c'est se faire du mal à soi-même déjà. Il faut un moment. C'est insupportable. Voilà, je préfère c'est faire ça. du mal aux gens que de faire du On mal le à dit dans l'épisode 0, il faut savoir faire valoir son opinion aussi et faire valoir ses idées. Oui, et surtout, se taire, c'est de toute façon dans tous les cas, c'est C'est cautionné. Non. Se taire, c'est cautionné. non, il faut pouvoir s'exprimer sans pour autant aller dans des excès. Enfin, voilà, trouver une bonne mesure parce que techniquement, on est censé, pour revenir un petit peu sur d'autres notions qu'on a déjà abordées, mais on est censé jouer avec des potes en général. Donc, Ouais. justement, on est entre personnes qui se connaissent, on a suffisamment d'ouverture pour se dire, ok, bon, là, il y a eu selon nos exigences, parce que ça ne dépend que de nous aussi. C'est selon nos exigences, il y a eu peut-être une petite faute une petite faute tout simplement et du coup en dehors à côté on va dire ok la session elle était bien, il y a eu peut-être un élément qui m'a un peu touché, voilà, je voulais t'en parler, etc. et puis ça roule et en fait c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'on digresse un petit peu, mais je terminerai sur cette digression sur cette phrase. Dire je ne suis pas d'accord, ça veut pas dire le dire en s'énervant. Ah, bah, à quoi ça sert alors? Alors tout le monde n'est pas comme toi, Mathias. Ah. Tout le monde n'a pas besoin de s'énerver pour Enfin, ça. c'est pas encore Ah le bon. moment de l'angry type, Ouais, calme-toi. c'est ça, on n'y est pas encore. J'étais prêt là. Ah ouais, non, mais ça arrive. Bon. Enfin, je pense sincèrement qu'il faut savoir sortir du lore et ajouter ses propres éléments et savoir avoir sa propre vision d'un univers. Justement, quand on joue dans un univers référencé, il faut savoir s'en détacher un minimum et être capable de le faire vivre par soi-même, en fait. Bah, à la manière d'un auteur, comme disait Pierre-Luc au tout début, s'en servir comme une base et le personnaliser. Exactement. C'est tout ce que j'avais à dire. En conclusion, parce que bon, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et je vais un peu résumer tout ce qu'on a dit dans l'épisode. Donc le lore, c'est la culture d'un univers donné. Et comme dans la vie, faut pas trop l'étaler, mais en avoir un peu quand même. Comme la confiote. Ouais, c'est ça, comme la confiote ou le beurre. En tout cas, quand on aborde un univers référencé, il faut en connaître les grands principes, histoire de rendre ce monde vivant et d'y sentir un minimum à l'aise. Mais toujours gare à l'excès de zèle, hein, parce que bon, la connaissance doit toujours être mise au service du jeu et pas l'inverse. Bon, vous avez vu l'heure ? Je crois que c'est le moment des petits tips. Les tips.
Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ? Parfaitement. Toujours. Bon, on va commencer par le random type de PL, et là j'ai peur. Eh ben, moi je vous dis de choper cette putain de recette de tarte au quetch. C'est pas le jour de l'enterrement qu'il faudra se réveiller. C'est quoi le rapport avec le sujet du jour? C'est vrai que là on commence à se poser des questions. Professionnel, on a dit. Ah oui, professionnel. Bon, ensuite j'arrive avec mon pro-type, parce que je suis toujours là pour faire le malin. Donc, je dirais que il ne faut pas trop se focaliser sur le lore, puisque c'est un outil, c'est comme une adaptation cinéma, il faut s'en servir, il faut le modeler, il faut le déformer, il faut le retourner, parce que bon, jouer les puristes, c'est un peu pour les chieurs, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Et enfin, l'angry type de Mathias. Bah ouais. En fait, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Parlez-vous, bordel de merde. Établissez ensemble les bases de la campagne que vous allez jouer. Vous pouvez par exemple faire une liste, je sais pas, de connaissances communes à acquérir avant de jouer. On se met d'accord sur le minimum vital avant de se lancer. Et comme ça, tout le monde part sur un pied d'égalité. C'est quand même plus sympa. Prenez le temps de débriefer les sessions. Vous pourrez en permanence réajuster le niveau entre les parties. C'est quand même pas compliqué, bordel. Respire. Ouais, respire. Voilà, le slogan de Mathias, liberté, égalité et coup de pied au cul. Parfaitement. Bon, bah c'est nickel, on est bon ? C'est fini. Yes. Tout d'abord, on remercie Carmulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et merci à toi PL pour le générique que tu as brillamment composé et interprété. Merci à toi. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à le partager, liker, noter et surtout commenter. Ça nous fera super plaisir et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec échec critique. Salut. Salut. Ciao.